Bonjour et bienvenue dans ce 106e épisode de DevApps. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de dire ce que c'est DevApps? Un podcast qui est consacré à l'actualité et au développement et à l'architecture des technologies .NET. Alors, on enregistre ce podcast le 17 janvier. Je suis Christophe Peunier et je suis accompagné de mes deux collaborateurs, Denis Voituron et Alain Clairbois. Bonne année à tous, mes amis. Et bonne santé, et puis... Salut Christophe, ça va? Bonne année, hein? Ouais, bonne année, ouais. Ça va, Adrien? Le premier épisode 2025, c'est déjà vrai. Ça file comme d'habitude, mais on se dit encore bonne année, encore le temps. Oui, on a encore 15 jours presque. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Comment ça Adrien va, aussi, Adrien? bonne année aussi, hein. Non, c'est Alain, il a utilisé le terme Alain Oui, Clairbois. et J'ai il changé a le nom. changé son nom. Ouais. Oh merde! Mais il te connaît pas bien, ça fait très peu de temps qu'il te connaît, donc Ah ouais, c'est toujours compliqué pour Christophe. Je comprends tout à fait. comment ça va, Alain? Ça va et toi? Ouais, on va tenir, parce que sinon... Attends, je vais changer le nom de la personne. Ouais, voilà. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a sous la main, Denis? Eh ben, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous parler aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Enfin, vous présenter un truc. Et je vais vous parler de FluentUI Blazor, la librairie que mon petit, comment on appelle ça? Mon petit machin, le petit, je sais framework pas, UI. le framework UI, ouais, mon petit bébé sur lequel je travaille déjà depuis quelques temps, en complément de mon boulot officiel chez Microsoft, mais qu'on utilise de plus en plus et que de plus en plus de gens utilisent. Donc ça, on est content aussi. Ah bah moi, je l'utilise. Ah bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je suis content, d'autant plus. Et tu vas nous expliquer pourquoi il faut l'utiliser. Et pourquoi il faut l'utiliser? Ouais. Ouais, on verra d'ailleurs en nombre d'utilisations. Je crois qu'on a dépassé les 2 millions, si je me rappelle bien, de téléchargements totaux. Donc, non, c'est cool. Ça avance. Est-ce que Microsoft Aspire est inclus dedans? Microsoft Aspire utilise FluentUI Blazor, ouais. Ouais. Ça nous fait de la pub forcément aussi, puisque Aspire, c'est quand même aussi vachement utilisé. Exactement. Donc voilà, je vous explique. Allez, fais-toi plaisir. La scène On est est à parti. toi. Donc, FluentUI Blazor. Alors, on va peut-être déjà remercier aussi mon collègue, Vincent Baye, qui travaille avec moi. On n'est pas que deux, puisque c'est un projet communautaire, et je vais vous montrer après le GitHub où vous pouvez nous envoyer des pull requests, poser vos questions si vous avez envie. Mais donc, avec Vincent, on est principalement les deux à maintenir ce projet et à le faire évoluer. On passe beaucoup de nos soirées, de nos week-ends et parfois de nos vacances à travailler là-dessus, ce qui est toujours agréable, mais ça nous prend forcément énormément de temps. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est FluentUI Blazor, d'où ça vient, d'où est l'historique. N'hésitez pas, tous les deux, à me poser des questions. On va ensuite reconstruire le site web par défaut. Donc, je vais essayer d'aller assez vite sur ça parce que c'est une présentation que j'ai déjà fait plusieurs fois et que vous la retrouverez d'ailleurs. Je vous donnerai les liens si vous voulez aller un peu plus dans le détail de tout ça. Mais on va surtout après parler de la troisième partie, c'est la prochaine version sur laquelle je suis en grande partie en train de travailler là-dessus. C'est la V5, donc la prochaine version, les innovations d'architecture, les composants, pourquoi on fait cette V5, pourquoi il y aura beaucoup de changements, notamment malheureusement, j'ai envie de dire, des breaking change. J'aime pas ça, j'aime pas faire ce genre de changement qui casse un petit peu par rapport à la version précédente, mais bon, je vous expliquerai, parfois on est obligé, de manière involontaire, par rapport à nos souhaits, mais on est obligé de faire ça. Alors, une petite historique par rapport à .NET et où on en est maintenant. Donc, il y avait en 2022 la version .NET 7 qui est apparue, .NET 8, quelques semaines .NET 9, et on est pour la prochaine version .NET 10 qui apparaîtra en novembre 2025. Donc, on est pour le moment, en gros, au niveau de la .NET 9, novembre 2024. Et donc, il y a la version Release 5 qui est en cours de déploiement, d'évolution. Et donc, la Release 4 qui est toujours là et qui est toujours supportée. Donc, on a arrêté le support de la version de FluentUI Blazor version 3, qui était prévue principalement pour les .NET 6 et .NET 7. Elle existe toujours, mais on arrête de faire du support dessus, des modifications, parce qu'il faut se concentrer sur la version actuelle, la 4. Et là, il y aura encore du support, encore pendant quelques mois certainement, donc si vous devez l'utiliser, n'hésitez pas. Mais la prochaine version, forcément, elle arrivera dans quelques semaines, quelques mois, dès qu'on aura suffisamment de composants pour pouvoir la mettre à disposition et la rendre en accès disponible grand public.
Donc, Fluent UI Blazor, c'est en gros quoi? C'est plein de morceaux. Ça se base sur des web components, on va voir tout de suite ce que c'est. Ça se base sur une techno ou un framework que Microsoft met en place qui s'appelle Fast. Il y a le Fluent UI Design System également. Il y a les Fluent UI Web Components, il y a Blazor, il y a .NET Aspy qui l'utilise, etc. Donc il y a plein de choses qui sont mises les unes autour des autres. Alors d'où ça vient déjà au départ? C'est basé Fluent UI Blazor sur des Web Components. On n'a pas tout développé et on ne veut pas tout développer. Tout l'aspect visuel de beaucoup de composants sont mis en place sur base de Web Components qui sont développés par une autre équipe, Fluent UI Web Components. Alors un web composant, c'est quoi? C'est tout simplement avoir la possibilité de recréer ses propres composants. Donc on a par exemple ici un composant qu'on pourrait appeler ce composant est valide. On peut le créer. Et en gros, c'est une sorte de boîte noire qui va permettre de tout gérer. Dès qu'un attribut de ce composant va changer, il va pouvoir être averti et va pouvoir graphiquement se définir et s'améliorer. Il va pouvoir posséder son propre DOM, sa propre gestion privée. Il peut être stylisé indépendamment du style général de l'application. Donc ça, c'est quand même assez pratique aussi. Et il va prendre en charge des thèmes. Et donc, on va pouvoir mettre en place sur ces web components pas mal de choses. Et donc, on les utilise parce que l'équipe va, elle, mettre tout en place pour pouvoir avoir des composants graphiques qui sont très jolis à utilisation, qui fonctionnent forcément, qui sont aussi disponibles pour l'accessibilité. Donc tout ce qui est gestion clavier, gestion via des outils pour malvoyants, etc., tout ça va pouvoir fonctionner sans problème. Et donc ça nous simplifie énormément la vie, évidemment, de travailler avec ça. Ces web components, ils se basent en fait sur une technologie qui s'appelle FAST, qui est une collection de technologies construites sur des standards modernes. Donc en quelque sorte, les Fluent UI Web Components, c'est une implémentation de cette philosophie FAST. Et il en existe d'autres. Il y a notamment React version 9 actuellement, les Fluent UI React 9 qui existent, qui sont basés aussi sur cette techno FAST. D'ailleurs, la prochaine version, la V5, nous, on développe, va se baser sur des nouveaux Web Components, et ce seront les mêmes Web Components qui seront utilisés par React. Donc, c'est-à-dire qu'on aura vraiment une brique commune entre React, entre Angular et entre Fluent UI Blazor, notre librairie, ce qui va permettre d'améliorer en quelque sorte la mise à jour et l'évolution de ces composants-là. C'est que si jamais on détecte des problèmes dans React, on va nous pouvoir bénéficier directement des solutions qui vont être apportées dans les web components qui vont se trouver derrière. Donc, c'est des composants qui sont construits sur ou avec Fast et qui peuvent être utilisés dans pratiquement tous les frameworks frontaux. L'avantage de Fluent UI, c'est que ce sont des composants légers qui sont disponibles sur Windows 11 depuis déjà pas mal de temps. Ils sont légers, ils sont accessibles, ils ont du mouvement, ils ont de la scalabilité. Et la version la plus récente, c'est la version 2. Et la prochaine version sur laquelle on va se baser, nous, ce sont les components version 3. Donc visuellement, ça ressemble à ça. On a, pour les plus vieux d'entre nous, Christophe est là également. Il faut peut-être qu'Adrien te remette Christophe et toi en ligne, sinon, à mon avis, vous ne savez peut-être pas poser des questions. Ouais, enfin, ça ne fait pas forcément plaisir, mais... On n'a pas de questions pour le moment. Ça va alors. Donc, on avait Aero dans les anciennes versions de Windows, Metro ensuite qui est arrivé, et maintenant, le design que Microsoft propose, c'est le design Fluent. Donc, qui ressemble à ça. On a des petits boutons style look bleu un petit peu. Et donc, on a le Fluent UI qui fournit une collection de composants d'interface utilisateur réutilisables, personnalisables et réactifs, qui sont évidemment utilisés par la suite. Donc, je le disais, on a Fast, plus les Web Components, plus le Fluent Design System. Ça nous donne, nous, les trois éléments ensemble. Ça nous donne le Fluent UI Web Component. Et donc, ça, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser. Et notre bibliothèque, elle est basée sur ces Fluent UI Web Components et tout ce qui se trouve au-dessus, plus Blazor, que maintenant, à mon avis, tout le monde connaît. Et ça nous donne donc le Fluent UI Blazor Component Library. Alors là où ça complexifie ou rend un petit peu les choses un peu plus compliquées, c'est que on a deux versions de Fluent UI Web Component, la V2 actuellement disponible, la V3 qui est en bêta et qui sera disponible plus tard, qui vont donc nous donner la version 4 pour le Fluent UI Blazor Component, et la prochaine version qui sera forcément la version 5. Donc la version 4 de notre composant de notre librairie se basera sur les Web Components V2, la prochaine se basera sur les Web Components V3. Tout ça pour des utilisations de .NET, soit de .NET 8 ou .NET 8 et 9. Forcément, j'ai mis 8 ici, mais c'est 8 et supérieur,
mais ce n'est pas optimisé pour la version 9, alors que la prochaine version, elle sera, pour certains composants, optimisée pour la version 9 aussi. Je pense notamment, on a fait une vidéo avec Christophe il y a quelques mois sur ça, tout ce qui est téléchargement, par exemple, des assets, des fichiers CSS, des JavaScript, etc. Ben, la V5, la .NET 9, pardon, apporte des nouveautés en termes de mise en cache et de clés de hachage pour récupérer. Ben, on va utiliser tout ça dans la prochaine version, ce qu'on ne pouvait forcément pas faire dans la version actuelle. Une petite démo très rapide pour vous montrer, si vous ne connaissez pas les composants FluentUI Blazor, ben, ce qu'on peut faire avec et comment on les crée. Alors, si vous voulez aller, ici je ne vais pas partir de zéro, je vais repartir du template qu'on a mis à disposition. Donc, la première chose à faire, c'est, dans cet exemple-ci, c'est de télécharger le package template. Donc, le package template, c'est simplement aller sur le site NuGet et vous avez un paquet qui permet de télécharger le template qui va, dans Visual Studio, vous donner la possibilité directement de choisir un Fluent Blazor Web App. C'est le même modèle que le Blazor Web App, le Blazor Web App, je dis bien, de standard, sauf qu'on a remplacé, qu'on a injecté la bibliothèque FluentUI Blazor à la place. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire tout from scratch depuis vraiment zéro. Là, il faut à la main et tout ça est décrit dans la documentation, bien entendu. Donc, la première chose, une fois que vous avez récupéré ce modèle, on peut le démarrer. Et si on le démarre, on va le voir tout de suite, on a le même modèle avec la page counter et la page des météos. Et c'est juste le visuel qui change pour utiliser le look, on va dire, de FluentUI Blazor. C'est tout simple à mettre en place. Si maintenant on veut améliorer un petit peu cette page et on va, par exemple ici, rajouter une nouvelle page, on va rajouter une page d'enregistrement sur laquelle on va mettre des petits composants de zone de texte, des dates et ce genre de choses. Alors tout est déjà préparé, on a déjà des copier-coller avec le code, on ne va pas passer son temps à écrire tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, par exemple? On a une classe avec des données d'enregistrement, nom, prénom, adresse mail. On va cliquer sur un bouton pour enregistrer. Pour le moment, on simule ça avec un petit délai d'1 seconde. Et puis, on a différents composants d'un edit form. On a des zones de texte, une text field. On a des datetime, des date pickers. On a des cases à cocher. Et on a forcément un bouton sur lequel, quand on appuie sur ce bouton, on va enregistrer ça. Donc, si je vais voir sur le site de la documentation, fluentuiblazor.net, je peux par exemple rechercher les icônes, puisqu'on va rajouter dans le menu de gauche un lien qui va nous permettre d'accéder à cette nouvelle page. Donc, je vais rechercher sur, par exemple, ici Connected, il y en a une des icônes qui m'intéresse, par exemple celle-là. Je peux copier simplement le nom de l'icône, et si je vais maintenant dans la navigation, mon menu de navigation, je vais reprendre mon Fluent Navlink précédent et je vais simplement venir ajouter le même, mais avec un plug Connected Settings sur cette page Register. Donc, si je redémarre mon site, il suffit que je vienne rafraîchir ma page et j'ai ma ligne Register qui se trouve sur la gauche. Je peux cliquer dessus et j'ai ma page forcément qui apparaît avec mes zones de texte, avec le look FluentUI qui est maintenant disponible. Je peux remplir mes différentes données, mon nom, mon prénom, et mon adresse mail que je peux mettre en dessous aussi. Je peux cocher ma case et j'appuie sur le bouton de création. Là, il me dit, attention, vous avez un champ obligatoire, donc je dois rentrer ces données. Même chose pour l'adresse mail. Je vais pouvoir lui dire que mon adresse mail, c'est desvoiturons@microsoft.com. Je fais créer et maintenant, ça tourne, ça fonctionne entre guillemets, mais ça ne va pas plus loin puisque, évidemment, je n'ai rien encodé et rien vérifié au niveau de cette zone. Alors, je vais me mettre, pour être certain, toutes les pages en mode Interactive Server. Ça m'évite d'avoir des problèmes où j'ai des chargements statiques de certaines parties de contenu. Je vais pouvoir aller sur ma zone de menu principal pour ajouter ce qu'on appelle ici des providers. Alors, un provider, c'est toute une série d'éléments qui vont se retrouver, comme on le voit, à la fin de ma page principale et qui vont générer le code HTML d'une boîte de dialogue, des tooltips, des menus, par exemple. Et comme c'est fait à la fin, ça va permettre de se retrouver en aspect supérieur, donc au-dessus des autres éléments. Donc si par exemple je demande une boîte de dialogue, je veux que ma boîte de dialogue se trouve forcément au-dessus du reste de mes composants qui se trouvent sur mes écrans. Et c'est ce que je vais faire ici pour le dialogue, la toast, par exemple. Et donc j'ai juste besoin maintenant de retourner sur ma zone d'enregistrement, ma page d'enregistrement. Et si je veux par exemple mettre une fenêtre de dialogue, j'ai
besoin simplement de récupérer un service injecté automatiquement par FluentUI qui est le dialogue service. Et je peux faire un dialogue service.showInfo pour afficher une petite boîte de dialogue d'information. J'appuie sur le bouton Play. Si je remplis toutes mes données, j'appuie sur Create Account, j'ai ici ma petite boîte de confirmation, d'information qui apparaît pour me dire votre compte a bien été créé avec succès. Donc si on veut rajouter des boîtes de dialogue, c'est tout simple à faire. Si je veux aller plus loin et personnaliser ma boîte de dialogue, ben, je peux tout simplement créer un nouveau composant, nouvelle page Razor. J'ai juste besoin de dire que cette page, elle implémente le eDialog Content Component. Je peux personnaliser mon en-tête, je peux personnaliser mon pied de page en mettant un bouton close et quand je vais appuyer dessus, je vais faire mon enregistrement. Je peux personnaliser le corps principal de ma fenêtre. Et quand je vais, comme je le disais, appuyer sur le bouton Save, je vais dans ce cas-ci fermer simplement ma boîte de dialogue. Tout simple. Comment je fais pour l'utiliser? Ben, j'ai tout simplement besoin de revenir sur ma page register et au lieu de faire un show info, je fais en gros exactement la même chose, mais un show dialogue. Et je peux donner un titre si j'ai envie, il y a différentes options que je vais donner à mon account create dialogue. Donc c'est forcément le même nom de composant qui se trouve là. Si j'exécute ce code maintenant, le titre se trouve à cet endroit-là, évidemment. Si j'exécute ce code, ben, je vais avoir ma fenêtre personnalisée qui va apparaître lorsque je vais appuyer sur ce bouton Create Account. Donc je n'ai plus mon Show Info, mais j'ai mon nouvel utilisateur avec mon texte dans lequel je peux mettre tout ce que je veux, des images, des liens, etc., qui vont se retrouver et qui vont pouvoir être facilement utilisés. Alors peut-être un moyen plus simple que de créer des boîtes de dialogue dans ce cas-ci, qui peut être utile dans certains cas, c'est d'utiliser par exemple un toast. Toast, c'est les petits pop-up qui apparaissent là en haut de l'écran. Donc j'ai juste besoin de la même manière de faire un toast service, de récupérer un service injecté toast service. Je mets en commentaire ma boîte de dialogue et je peux donc ici tout simplement faire un toast service show success qui va venir à l'heure de l'exécution afficher félicitations, vous avez bien enregistré votre compte, mais tout en haut, comme on le voit, votre compte a bien été créé tout en haut de la fenêtre. Donc c'est plus discret. C'est souvent ce qui est fait lorsqu'on fait des enregistrements de données. Je pense que c'est parfois plus facile de faire de cette manière-là. Ce que je peux faire maintenant, c'est, je pourrais par exemple créer une zone autocomplete et dans cette zone, pouvoir demander à l'utilisateur de choisir son pays. Donc pour ça, je crée tout simplement, je récupère une classe qui donne la liste de tous les pays du monde disponibles. J'ai ma liste de drapeaux avec des petits drapeaux visuels, des petites images qui seront disponibles. Je vais tout simplement rajouter un nouveau type, nouvelle propriété à ma classe d'enregistrement. Et je vais créer une méthode d'enregistrement, search, où je vais lui dire, recherche-moi uniquement sur le début du nom encodé par l'utilisateur. Donc si je tape B, je vais pouvoir retrouver Belgique dans la liste. Je viens donc rajouter un nouveau composant Fluent Autocomplete. Et ce composant, lui, il va se baser, comme on le voit ici, sur un composant de recherche, une méthode de recherche, le onSearchAsync, qui se trouve ici, et qui va récupérer également les données qui viennent de data.countries pour pouvoir faire la récupération de toutes mes données et afficher le nom dans la zone de texte. Alors j'affiche le drapeau dans les éléments de mon template, donc les éléments de chacun des éléments présents dans ma liste, et je peux lui dire que je ne veux en sélectionner qu'un seul. On voit maximum selected option est mis à 1. Et si on essaie de dépasser ce un seul pays à choisir, je vais afficher le veuillez sélectionner uniquement un seul pays. Et donc j'ai juste besoin maintenant d'exécuter mon code. J'ai une nouvelle zone de autocomplete qui se trouve là. Je peux commencer à écrire. Il rafraîchit la liste simplement avec mes données. Et si j'essaie d'en mettre un deuxième, j'ai mon fameux message veuillez sélectionner uniquement un seul pays qui est disponible. Je peux évidemment l'enlever, je peux en choisir un autre à la place, et tout ça est compatible avec les règles d'accessibilité. On a eu quelques réunions d'ailleurs avec l'équipe d'accessibility pour pouvoir essayer d'obtenir tout ce qu'il fallait de manière correcte. Presque dernière étape, si je veux maintenant aller un peu plus loin, mais pouvoir dire, tiens, mon menu de gauche, il est joli, mais je voudrais avoir quelque chose plus à la Teams, on va dire, avec une app bar, je peux faire exactement la même chose. On a un composant app bar, Fluent app bar, dans lequel je mets les mêmes éléments, des bar items avec des mêmes icônes, mais le visuel va, comme on va le voir ici, être quand même un petit peu différent. Ça peut être un peu plus joli, ça dépend ce que vous voulez sur votre application,
C'est assez simple à changer et à adapter, et vous pouvez retrouver ça de manière très simple de cette manière. Si je veux maintenant peut-être rajouter d'autres fonctionnalités, mais par exemple ici, venir mettre un thème, donc pouvoir mettre du dark mode, ben, j'ai juste besoin d'avoir un bouton pour pouvoir switcher de thème, donc j'ai un on-click switch thème, et qu'est-ce qui se passe quand je fais ce switch thème? Je vais lui dire, tu vas ici simplement dire le thème mode, s'il est dark, tu le mets en light, s'il est light, tu me le mets en dark. Tu l'inverses. C'est assez facile à comprendre au niveau du code. Ça, c'est juste le switch avec la variable en mémoire. Maintenant, on applique cette variable derrière un composant Fluent Design Theme, et je lui dis le mode, c'est le mode que j'aurais choisi avec la couleur Word qui se trouve là. Donc mon petit bouton est en haut, si je clique dessus, ben, tout mon thème se change et se met en mode dark. Donc si je le remontre ici, que je réduis un petit peu mon écran pour avoir un peu plus de place, il se retrouve là. Je peux ne pas être nécessairement en bleu, couleur Word, mais en vert, couleur Excel. J'ai juste besoin de dire, couleur Office, je vais mettre mode Excel. On peut personnaliser les couleurs aussi, si vous avez envie. Donc voilà, je suis en mode Excel. Je peux me remettre en mode, je sais pas, peut-être un peu plus orangé. Donc dans la liste, j'ai PowerPoint qui est ici, qui est là, voilà. Je le sélectionne, je refais un play, et j'ai d'office ma couleur orangée qui va apparaître sur mon écran. Et je peux donc passer en mode dark et en mode light de manière très simple. Donc tout ça, c'est basé sur les composants Fluent UI, Blazor. Vous retrouvez aka.ms/blazor/FluentUI si vous voulez arriver sur la documentation. Et donc, on se retrouve avec une liste de composants. On a des composants de type layout pour faire des grilles, pour faire des stacks empilés horizontalement, verticalement, des splitters avec des barres de repositionnement qui peuvent se retrouver à gauche, à droite. Tous les inputs, les textes, les inputs, les labels, les datetime, les radios, les checkbox, etc. Enfin, tout ça est là. Et des composants, des boutons, des badges, des accordéons, des message box, enfin bref, tout ce qu'on veut peut se retrouver à cet endroit. Et donc ça, on le retrouve si je vais sur Internet, on le retrouve ici, fluentui.blazor.net. Vous avez des vidéos qu'on a déjà enregistrées et tous les composants dont je viens de parler qui se retrouvent ici, principalement, et dans les formes input pour les textes qui se retrouvent à cet endroit-là. Avec des démos à chaque fois, évidemment, pour pouvoir l'utiliser. Le bouton, il est là, on peut cliquer dessus, et on peut voir le résultat des différents statuts et des différents états de ce bouton, forcément avec toute la documentation qui se trouve en dessous. Voilà, voilà. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissaient peut-être cette partie-là. Ce qui est intéressant peut-être maintenant, c'est de passer à la suite. Et je pense que c'est ce qui intéresse Christophe aussi. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est en train de travailler maintenant sur la prochaine version, la V5. Et je l'ai dit, cette V5, elle va se baser sur des nouveaux composants, Fluent UI Web Component V3. Alors, ces composants, ils sont là. Où est-ce que je les ai mis? Ça, c'est la V5. La Fluent UI Blazor V5, et les voilà. Les web components, ils se retrouvent à cette adresse web-component.fluentui.dev. Et ces web components, il y en a déjà toute une série, mais ils ne sont pas encore tous finis, tous prêts. Par exemple, le composant que j'attends pour pouvoir le mettre en place, c'est le composant select. Il n'est pas encore là, donc on n'a pas de liste actuellement. C'est vraiment en version bêta, c'est ce qui est indiqué ici. On est sur la bêta 77-77 pour le moment. Mais ils évoluent quand même assez bien, et on a d'ailleurs la possibilité de voir un petit peu l'état d'avancement de ces composants, j'ai envie de dire en live, par les différentes équipes. Donc les composants select sont prévus dans la liste, je ne sais pas exactement à quel endroit, il faudrait regarder. Mais dans cette liste-là, ils sont en cours de développement pour le moment, dans la rubrique urgent, donc en cours de développement. Et donc on a le GitHub avec tout ce projet-là qui se trouve à cet endroit, et donc on en aura bientôt à notre disposition. Donc nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de retravailler sur cette version V5 en mettant en place les composants qui existent et qui sont déjà disponibles. Donc par exemple, le bouton, il est là. On voit quelques changements. Il y a par exemple dans la prochaine version la possibilité d'avoir des boutons dits circulaires ou arrondis légèrement ou carrés. Donc on pourra choisir un petit peu sur ces éléments-là.
C'est quelques petits détails, mais bon, parfois ça peut être intéressant, mais voilà, sans plus, quoi. Même chose au niveau label, il y a aussi quelques éléments dans lesquels on peut choisir des largeurs, au niveau du texte, small, medium, large, etc. C'est pas très très important, mais bon, ça permet de changer un petit peu. On aura des composants un peu plus différents, tels que au niveau de la boîte de dialogue, et notamment un élément supplémentaire qu'on a maintenant, qui est l'anciennement le panel, qui s'appellera le drawer, qui permet d'afficher à gauche, avec un effet de fenêtre, on va dire, qui arrive à gauche et à droite, qui permettra de voir tout ça. Alors, ce qui m'ennuie un petit peu, mais qu'on ne saura pas le passé, c'est l'aspect migration to V5. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des breaking change. Ils sont flagués avec cette petite icône sur cette page. La raison, ben, elle est, on va dire, assez simple. C'est que les composants V2, les Web Components V2 qui existaient, ils ont été développés, je l'ai dit, sur la technologie FAST, mais comme les composants V3 d'ailleurs, mais ils n'ont pas été développés pour être utilisés par d'autres frameworks, comme par exemple React. Et ici, la volonté de l'équipe qui développe les Web Components V3, c'est que ce soit la couche de base pour toutes les couches supérieures. Donc React va utiliser également, donc React, si je vais sur FluentUI React, V9, ils sont, c'est ça je pense, voilà, ils sont ici. Ces composants React qui sont là, qui sont en version 9.57, il y en a toute une série qui existe déjà, et forcément, il y a une communauté derrière qui est quand même très importante, aussi chez Microsoft qui utilise React, et pour le moment, ils n'utilisent pas ces Web Components. Donc, les Web Components qui sont en train d'être développés par l'équipe, ils veulent que ces composants soient aussi utilisés en couche de base par React, et donc il va falloir adapter les composants pour qu'ils soient compatibles avec cette couche React, et notamment en termes de propriétés. Par exemple, si je prends les boutons, ben, il faut que les propriétés des boutons React correspondent, icon, apparence, correspondent à primary, outline, transparent, correspondent aux composants qui se retrouvent maintenant dans les composants, ici, de Fluent, des Web Components V3. Primary, outline, transparent, ce qui n'était pas le cas dans la version précédente. Dans la version 2, les composants boutons, ils s'appelaient, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Ils s'appelaient neutral, ils s'appelaient accent, alors que maintenant, le accent correspond à primary. Donc, on avait le choix, nous, soit on se dit, ben, on reste avec les noms de la V4, accent, neutral, lightware, et on perd en quelque sorte cette uniformité. Et on a pris plutôt le choix, comme les Web Components l'ont fait, de se dire, on va essayer de se calquer sur les autres frameworks aussi. Donc, on va essayer d'adapter nos propriétés pour que les propriétés correspondent exactement à celles que React utilise, par exemple, ou à celles que les Web Components V3 utilisent aussi. Alors, pour essayer de simplifier la vie lors de la transition V4-V5, ben, il y aura forcément aussi une page telle que celle-ci qui va décrire voilà ce qu'il faut changer, si les noms sont complètement différents. Ou alors, on va essayer de créer, ce que j'ai fait ici par exemple, de créer des méthodes de conversion automatique. Donc, par exemple, on aura toujours l'énumération apparence accent, qui existe déjà dans la V4. Il faudra simplement venir ajouter un toButton apparent supplémentaire pour pouvoir dire tout ce qui se trouvait avant, plouf, va se retrouver avec cette nouvelle version. Denis, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que l'objectif, c'est de maintenir ça à travers le temps? Parce que là, tu parles de la V5, mais si tu gardes cette dette finalement, parce que finalement, c'est un peu de l'aide à la dette technique. Est-ce que si tu gardes cette dette, tu vas devoir aussi la migrer vers la V6, la V7, etc., si jamais il y a des versions qui évoluent? Tu parles de ces méthodes de migration? C'est ça, voilà, d'extension. Ces méthodes de migration, non. Elles seront disponibles, mais elles seront déjà, dès le départ, d'ailleurs dans la V5, elles sont déjà flaguées obsolètes, avec l'attribut obsolète. Donc ça permet, lorsque les développeurs vont récupérer la V5, de se rendre compte directement tout ce qui devrait être changé. Mais de manière immédiate, ça permettra plus rapidement de passer à la V5, du moins on espère, sans devoir tout changer. Et puis au fur et à mesure, tout ce qui est obsolète, en gros, ça ne sera pas très compliqué. Ce n'est pas non plus des changements, c'est des changements principalement dans les noms de propriétés. C'est surtout ça qui ont changé. Même chose au niveau, par exemple, de dialogue, de drawer. La méthode, elle s'appellera, avant, elle s'appelait showPanel async. Maintenant, elle s'appelle showDrawer async.
Un idéal, ça aurait demandé du boulot, c'est d'avoir un analyseur de code de migration, mais c'est du taf de débile, quoi. Tout à fait. Alors voilà. Et donc j'en profite pour passer une annonce. Le projet étant open source communautaire, s'il y a des gens qui sont intéressés par faire effectivement des projets de migration, d'analyse de code pour faire ce genre de migration, il est le bienvenu. Et donc j'attends ça avec impatience, mais je ne pense pas que nous, à part faire une documentation, je ne pense pas qu'on pourra aller je pense pas qu'on pourra aller beaucoup plus loin. La documentation qui est là. Ouais, après c'est déjà pas mal. Voilà, il y aura la doc qui va dire ce qu'il faut changer. Il y aura, si possible, des méthodes qui vont rester disponibles de la V4, mais qui seront flaguées obsolètes en disant n'oubliez pas, il va falloir quand même le changer un jour. Et donc, ça permettra, et on espère, de simplifier un petit peu tout ça. Mais de toute façon, quand tu vas débugger, il va te le dire que ça ne va pas. Ah oui, ça forcément. Ouais. Voilà, donc en fait, finalement, est-ce que. Moi, je ne suis pas trop fan d'avoir un système de migration, de tes méthodes de migration, parce que. De toute façon, elles sont là pour aider, quoi, et pour le renseigner. Mais aussi pour le savoir, parce que par exemple, si je reprends bêtement ce fameux bouton, où est-ce qu'il est? Voilà, propriété ici. Savoir que neutral, c'est maintenant default, que accent, c'est devenu primary, il faut le savoir, quoi. Ça, il faut le savoir, vraiment. Alors, soit on va voir dans la doc, et si on a 15 000 boutons, il faut le retenir au fur et à mesure, et c'est un peu chiant. Soit on utilise cette méthode qui le fera pour nous. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme autre type de changement? Forcément, le projet en lui-même a changé. Si vous voulez l'utiliser, ça c'est aussi une chose peut-être importante, c'est le projet GitHub. Où est-il? Je ne l'ai pas ouvert. Si je vais sur GitHub Microsoft FluentUI Blazor, voilà. Il y a deux branches, globalement. Il y a la branche dev, qui est la branche de développement courant. La branche main, c'est ce qui est mis en production, qui est actif, on va dire. Et on a créé une autre branche, qui est la branche dev V5, qui est en quelque sorte une branche, nouvelle branche from scratch, complètement vide à la base, sur laquelle on recrée complètement le projet version 5. Je pense qu'avec le nom, vous aurez compris pourquoi. Donc, si vous voulez l'utiliser, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez travailler sur les deux projets, c'est de cloner 2 fois le projet. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous avez un clone du projet sur la branche dev et un clone sur la branche dev V5. Vous pouvez faire un seul clone, mais switcher de l'un à l'autre, ça va faire quand même beaucoup de changements entre l'un et l'autre. Et donc, si je reviens ici, le dev V5, il possède maintenant une solution FluentUI V5. Et cette solution, elle reprend exactement la structure de la version précédente. Donc là, on ne sera pas perdu. La seule différence, c'est que le projet avant s'appelait Assets, on l'a renommé Script, parce que c'est un peu plus logique que ça s'appelle Script, à mon avis. Et il contient, ce projet Script va contenir toutes les informations de type JavaScript dont on a besoin dans notre projet. Donc, par exemple, le TypeScript, tous les fichiers sont non plus en JavaScript, mais en TypeScript. Les fichiers CSS compilés et des fichiers globaux JavaScript nécessaires pour le projet. Alors, par rapport à l'aspect CSS, on a fait également un changement à ce niveau-là. C'est un changement qui était embêtant, c'est que précédemment, on venait mettre tous nos fichiers CSS en sous-éléments. Je ne sais pas si j'avais fait une capture d'écran sur ça. Ouais. En sous-éléments des composants. Donc, vous savez qu'en Blazor, quand on crée un composant Razor, on peut créer un composant Razor.css dans lequel vous mettez votre CSS. Et du coup, c'est ce qu'on appelle du scope CSS, c'est-à-dire le style. Blazor vient automatiquement rajouter un attribut B- et un identifiant pour garantir que si vous avez dans 2 composants le même style, ils ne vont pas se marcher sur les pieds. L'identifiant va permettre d'identifier que c'est un style du composant 1 et du composant 2. Nous, pour une bibliothèque de composants globaux, c'est embêtant, parce que quand on veut personnaliser, ou si le développeur qui utilise notre bibliothèque veut personnaliser ça, il y a un identifiant qui vient se mettre dans le bazar, et la personnalisation des styles, ça devient quand même parfois un peu ennuyeux. Donc, on a personnalisé via cette bibliothèque Component Script, on a personnalisé la génération et l'utilisation des fichiers CSS. Donc, les fichiers CSS se retrouvent toujours techniquement dans le code en dessous du composant, mais on vient les récupérer tous et les fusionner dans un bundle scp.css, c'est le même nom que ce que Blazor utilise, mais on vient les personnaliser dans ce bundle scp.css
sans utiliser ce fameux tag, ce fameux attribut supplémentaire. Et donc, ça donne un code beaucoup plus clair et ça évite du coup, lors de la personnalisation, de devoir utiliser les fameux deep nécessaires dans Blazor. On se retrouve avec un fichier CSS tout à fait propre et clean à utiliser. Donc, on aura en clair 3 composants, 3 bibliothèques, 3 fichiers, le component.dll, le fichier module.js qui contiendra tous les JavaScript dont on a besoin, et le scp.css nécessaire également. Ce qu'on a rajouté, et là où on a mis dès le départ, contrairement au projet précédent, ce qui nous ennuyait un petit peu par après, c'est des tests unitaires. Et les tests unitaires, on a voulu en rajouter de différents types. D'abord, on se base toujours sur bunits avec les fichiers Razor, ce qui est plus simple pour pouvoir créer les tests unitaires. On a rajouté des tests unitaires globaux, c'est-à-dire que tous nos composants héritent d'une classe globale, qui est Fluent Component Base, et on va automatiquement analyser le fait que si un composant hérite de ce Fluent Component Base, d'office, il doit avoir des propriétés classe, ID, style, data, enfin il y a 4-5 propriétés standards, et on vient vérifier pour tous les composants de manière automatique que ces composants possèdent et gèrent correctement ces propriétés. Ça nous évite, en cas de problème, de dire « tiens, j'ai oublié une propriété, où est-elle ?» On utilise le Playwright aussi. Il y a un projet Playwright qui existe et qui est mis en place, qui va nous permettre de valider non pas l'aspect uniquement fonctionnel, mais aussi l'aspect visuel, voir si le bouton qui était bleu, il est toujours bleu, et qu'il n'y a pas un style qui est venu changer le truc, la couleur du bouton par exemple. Donc ça permet d'améliorer la qualité, ça évite les non-régressions, ça c'est classique des tests unitaires. On a mis la barre assez haut en termes de couverture de code. Actuellement, on est à 98% de validité de code. Donc j'ai mis, on veut être supérieur à 97%. Le code n'est pas accepté si un composant ne valide pas 98% de son code global. Donc il n'y a pas de fusion possible avec le merge. Et donc on a toujours cette facilité, comme on a déjà maintenant, d'utiliser des fichiers de type verified et received. Donc verified, c'est le fichier qu'on a dans le code source, et received, c'est le fichier généré par le test unitaire, et il y a juste une comparaison pour voir s'ils sont identiques. S'ils sont différents, ben on a juste besoin de faire un compare, et là on voit directement quelles sont les différences. C'est extrêmement pratique quand on veut développer et améliorer des composants. On rajoute une propriété, forcément le test unitaire va péter, et on va voir, juste en comparant, et se dire, ah ben oui, c'est cette propriété-là qui doit être adaptée, qui doit être changée. On a créé également 2 autres ou 3 autres petits projets. Un projet de démo, ça c'est le projet classique. La seule grosse différence, c'est que maintenant, toutes nos pages de documentation vont se baser sur Markdown, et on va avoir des pages de migration, comme je l'ai dit. Donc les pages basées sur Markdown, si je reviens dans le code source, hop, il est là. C'est très simple parce que dans Example, on a Demo Client, on a une rubrique documentation, et on a, par exemple, pour le fameux bouton dont je parlais tout à l'heure, Fluent Buttons, qui est ici, avec notre Markdown, qui va nous permettre de simplifier notre gestion de page, puisque c'est plus adapté au développement. Ça sera plus facile aussi, nous, pour mettre en interne les pages learnmicrosoft.com à jour, puisque forcément, cette rubrique-là travaille aussi avec le Markdown. Et quand on a besoin d'avoir des exemples de code, on a intégré un double accolade, button default, qui va lui rechercher un fichier qui s'appelle button default. Assez simple. Et donc, à l'exécution, ce button default va venir être inséré ici, et tout fonctionne de manière, entre guillemets, automatique. Même chose pour les API à la fin, on a double accolade, API, type égale, Fluent Buttons, et automatiquement, la documentation de l'API se retrouve là. Donc, non seulement pour nous, mais aussi pour la communauté qui doit documenter, rajouter des éléments dans la doc qui n'est pas toujours à jour, dans la version actuelle en tout cas, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de mettre tout ça en place comme il faut. OK. Avez-vous des questions, messieurs, sur ça? Quelle liberté vous osez vous prendre par rapport à Fluent UI concernant les composants? Vous devez quand même respecter que ça va correspondre à Fluent UI, ce qu'attendent les gens, mais est-ce que vous osez aller plus loin? Oui, plus loin, oui. La question est plutôt aussi qu'est-ce qui se passe par rapport aux composants existants, aux composants et aux propriétés existantes. Donc, par exemple, ce qu'on veut faire, souvent ce qu'on regarde, on va dire, c'est 2 ou 3 choses.
D'abord, c'est dans les propriétés des web components, on essaye d'implémenter toutes les propriétés qui sont là, au minimum, et on rajoute d'autres fonctionnalités ou d'autres propriétés qui sont plus, j'ai envie de dire, adaptées à Blazor. Je prends le cas du bouton. Ici, il y a des propriétés, mais il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de méthode click ou d'argument click. Parce que c'est du web. Et pour ceux qui développent un web component, le click, entre guillemets, c'est standard, c'est d'office, c'est intégré dedans et ça s'appelle onClick. Nous, on a besoin d'avoir un onClick qui n'est pas le onClick web, mais qui est le onClick lié à une méthode C#. Et donc, on rajoute des propriétés, on rajoute des attributs. Je parle du onClick, mais il y a d'autres propriétés qui sont du même style. Le binding, par exemple, c'est la même chose. Le binding sur les valeurs de texte. On rajoute des propriétés qui sont propres à Blazor, entre guillemets, qui permettent de gérer ça. Soit pour avoir des fonctionnalités supplémentaires graphiques qu'on juge intéressantes, soit pour avoir des fonctionnalités propres à Blazor, telles que cet aspect de gestion de .NET, C#, etc. Ce qu'on essaye de respecter, c'est les noms des propriétés et des attributs qui sont mis dans les web components, qui sont globalement les mêmes que ceux utilisés par React. J'ai fermé la page React. Ici. Qui sont donc normalement, puisque c'est ce que j'expliquais, qui sont logiquement les mêmes que ceux qui sont ici. Si on a un doute entre certains composants, certaines fonctionnalités, ou qu'on veut rajouter des fonctionnalités qui n'existent pas dans les web components, mais qui existent dans React, on va essayer de prendre ceux qui se trouvent, par exemple, au niveau de React, où la bibliothèque est beaucoup plus complète que ce qu'on a même, nous, parfois, sur certains composants. Mais donc, est-ce que parfois on se laisse des libertés si c'est des nouvelles fonctionnalités? Là, oui, clairement. Il y a même des composants qu'on va créer qui n'existent pas ici. Ouais. Et notamment certains composants sur lesquels, là, c'est Vincent principalement qui travaille. C'est le composant DataTable. DataTable qui est... DataTable, où est-ce qu'il est? DataGrid. Oui, DataGrid, pardon. Ouais. Qui est ici, le DataGrid. Voilà, donc une grille. Dans la version V2, dans la version V4 pour nous, elle utilisait un composant de la version V2. Il y avait des DataGrid, des DataRow et des choses comme ça, qui n'existera plus dans la version suivante. Donc Vincent a déjà fait un travail dans lequel tous ces éléments-là ont été adaptés et remplacés par un classique table. Voilà, un classique table. Donc, il n'y a rien à voir avec les web components. Et donc, on a mis les styles, parce qu'en gros, le style d'un data table, j'ai envie de dire, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas énormément, c'est pas comme un bouton ou comme une liste. Il n'y a pas énormément d'éléments. C'est juste une petite grille, une petite ligne grisée au-dessus, des couleurs de background pour les headers et des choses comme ça, mais c'est tout. Mais donc, là, il y a déjà eu un travail de refactoring pour rechanger ça, parce qu'on n'aura pas de composant dans la V3 pour ça, mais nous, on en a besoin. Et donc, on aura un composant forcément dans la prochaine version qui sera aussi DataGrid et qui aura, dans ce cas-là, exactement les mêmes fonctionnalités que ce qu'il y a dans la version actuelle. Et il y a d'autres composants qu'on va rajouter. Il y a le composant Wizard que j'ai en tête, qui est un composant qui n'existe pas non plus et qui va être ajouté dans la V5 assez facilement, quoi. La communauté, elle a fait des composants. Je veux dire, vous deux, vous y travaillez énormément. Oui. Mais il y a des choses qui viennent vraiment, ça n'existe nulle part en niveau Fluent UI. Et oui. ça existe en Fluent Blazor. Et spécifiquement, ça c'est fait par un gars d'une de la tout communauté. À fait. Il y a le composant, comment il s'appelle, avec les étoiles dans lequel on peut choisir le niveau de satisfaction. Là. C'est plus haut, ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est dans les composants input. C'est dans les inputs, celui-là? Ouais. Et c'est le rating. Le rating, c'est ça, voilà. Ça, c'est un composant que nous, on a juste revu. On a revu la pull request. On a rediscuté avec le développeur qui a mis ça, mais ce n'est pas un composant qu'on a créé nous-mêmes. Donc oui, il y a des composants. Et si vous voulez les créer, des composants, que vous avez des idées, on est ouvert aux composants, pas de problème. Avant de le créer, il vaut mieux en discuter. C'est plus simple d'en discuter, ouais. Il y a des personnes qui arrivent en disant « Tiens, j'ai mis ça, est-ce que ça vous intéresse ?» On en discute comment? Parfois, il y a un canal de discussion. Donc, je veux dire, là, c'est le GitHub, mais je vais créer un autre onglet, sinon je vais encore devoir le remettre celui-là. Le plus facile, c'est d'aller sur le site Fluent UI Blazor. Donc, si c'est un aspect comme ça, de dire, tiens, est-ce que ça vous intéresse que, dans le canal de discussion, vous créez, il y a des rubriques idées, vous créez une idée, un élément de discussion, et il y en a, je ne sais pas s'il y en a avec beaucoup, voilà. Comment insérer du texte, du contenu de texte dans Fluent Navlink Component, et là, il y a des propositions, comment je fais ceci, et il y a toute une discussion sur ça, quoi. Tu vois, là, tu viens d'être perdu quand tu as cherché le composant rating. Je dois en discuter, il faut que j'en discute avec vous, parce que le menu de gauche, je le trouve
pas clair du tout. Tout à fait. Vous avez une partie composante, vous avez une partie forms. En fait, pour moi, c'est des composants, même des forms. Oui. Et combien de fois j'ai eu le même problème que toi à l'instant en direct, je suis content que tu l'aies eu, et merde, putain, il est où ce truc, tu vois? On essaie de les classer parce qu'il y en a beaucoup, rien que component, ça fait déjà une liste. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire des rubriques component. En fait, layout, c'est tout ce qui est organisation, donc des grilles, des layouts, des listes, des splitters, etc. Je suis OK tout ce avec qui toi, est form input, c'est tout ce qui est a priori à mettre dans un input form. Tout à fait. Voilà. Et component, c'est le reste. Ouais, en pratique, moi, ce que je fais souvent, c'est aller par la zone de recherche qui est là. Ouais, et donc là, je tape le rating. Le problème, pour le moment, c'est qu'il faut savoir que c'est rating qui s'appelle. Si je recherche un machin que j'ai besoin avec des barres pour pouvoir faire des progressions, des choses comme ça, je ne vais pas le retrouver parce qu'on fait une recherche là uniquement sur les noms des éléments qui se trouvent dans la liste qui est là à gauche. Parce si un jour vous avez des crédits, par une grosse boîte, ça serait intéressant de mettre un petit peu d'IA là, à ce niveau-là. Ouais. Oui, et tu fais bien d'en parler. Enfin, tu fais bien. Je réponds à toutes les questions, mais tu fais bien d'en parler aussi. Si tu regardes dans le code, je suis en train de travailler pour le moment sur un Smart Area. Là. Il est en cours. Donc, c'est-à-dire, en clair, il n'y a même pas encore de pull request par rapport à ça. En clair, on voudrait, vous connaissez peut-être, si pas, il y a les Smart Area. Qu'est-ce que tu veux faire? Du drag and drop? Ben déjà au départ, c'était le composant. Attends, je vais déjà le composant de Steve Sanderson. Steve Sanderson, voilà, c'est ça. Où tu fais un drag and drop d'informations et tu arrives dans le formulaire, paf, ça a été rempli automatiquement. Au-dessus ouais. Comment? En dessous des vidéos, pardon. C'est Smart Component. Ouais, il était dessus. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Mais je ne sais pas s'il y a une vidéo ici qui est. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est des composants qui ont été faits par Steve Sanderson en prototype au départ et qui sont maintenant disponibles en librairie, qui permettent de faire ça. Et donc là, il y a un système forcément d'intelligence de LLM derrière, d'intelligence artificielle qui permet de générer la suite. Le gros problème dans ce composant-là, et c'est ça que j'ai commencé à faire, c'est que ce qu'on voit en grisé quand on écrit, c'est pas possible à la base de le faire en HTML. Ça n'existe pas dans les composants de base. Donc, Steve Sanderson a fait un processus que j'ai récupéré, que j'ai adapté pour pouvoir en faire un web component. Et donc, l'idée après, ça sera de pouvoir intégrer dans les composants Fluent UI Blazor, de pouvoir avoir un composant, ou du moins une option sur le composant existant Textaria qui permet d'activer le Smart Area, tel que celui-là. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a celui-là, mais il y a aussi le copier-coller automatique. Oui, voilà. Vous faites du copier dans un mail, de tout un mail, et vous collez, il va lui-même te retrouver le first, last name, téléphone, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait rajouter et qu'on pense pouvoir faire dans la V5, mais bon, voilà, il y a ça, plus ça, plus ça fait beaucoup de boulot à chaque fois. Ouais, je comprends, oui. Mais donc, pour revenir à ta première question sur le projet ici, qui est donc le projet en open source, il y a les rubriques issues pour les problèmes a priori. Alors souvent, il y a des gens qui nous posent des questions sur form issues. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les convertit, on leur indique, c'est plus une discussion et on les convertit en mode discussion. Ça ne change pas grand-chose. Mais donc, les problèmes, quand vous détectez quelque chose qui ne marche pas, mettez-le ici, tout simplement. On demande simplement aussi, c'est de nous donner un exemple, parce qu'il y a tellement de choses à faire que si vous nous dites, tiens, quand je fais ça, ça ne marche pas, il faut qu'au moins on ait un morceau de code à reproduire. Alors justement, comment on peut faire un morceau de code rapide? On ne va pas à chaque fois faire un GitHub. La majorité des gens, ils font soit un petit bloc de texte, soit un GitHub. Ouais. Ça, c'est le plus simple. Et donc, ils nous partagent simplement le GitHub public et nous, ça nous permet juste de l'exécuter et de voir que ça marche. Maintenant, pas un bac à sable qui permettrait de... Alors, je sais pourquoi tu parles de ça, parce qu'il y a ceci, qui n'est pas encore officiel, qui est en bêta, mais qui est développé par Vincent sur son temps libre en plus. C'est un try.fluentuiblazor.net. Donc, il y a des choses qui ne marchent pas encore, mais globalement, ça marche déjà assez bien. C'est-à-dire qu'on arrive là-dedans et on a, côté gauche, la possibilité de créer du code, côté droit, la possibilité de l'exécuter et on appuie sur Run. Ça marche assez bien. En WebAssembly. Et donc, c'est très pratique parce que du coup, c'est ma machine qui compile et qui exécute, en quelque sorte. Et donc, après, je peux cliquer sur le bouton et je peux modifier tout ce que je veux ici. Il y a encore quelques petits trucs, mais en soi, c'est déjà presque opérationnel. C'est bien, en fait. Ah oui, il manque quelques trucs, mais effectivement, ouais.
Est-ce que dans ce cadre-ci, c'est la V4 ou la V5 qui est utilisée? Pour le visuel, là, pour le moment, c'est toujours la V4 qui est utilisée parce qu'il n'y a pas encore suffisamment, tous les composants ne sont pas encore prêts dans la V5. Par exemple, dans la V5, je te dis, on a le bouton, la boîte de dialogue, la grille, mais on n'a pas de liste, on n'a pas de texte area, par exemple, encore. Donc, voilà. Mais Est-ce ça sera changé. qu'il serait pas intéressant d'avoir un petit un petit combo box pour dire de choisir quelle version on voudrait avoir? Parce qu'ainsi, pour faire des tests de la V5, de voir un peu ce qui pourrait arriver, ça permettrait d'avoir une vision. Ah, tu parles ici? Ouais. Ouais, si, c'est une bonne idée. En fait, dès qu'il y aurait un nugget V5, ça serait pratique. Du coup, on l'ajouterait, point. C'était ma question suivante. Est-ce qu'il y a un nugget V5 preview qui est disponible? Il y a un nugget V5 qui existe. Tu vois, si je fais ici une recherche sur. Je prends le mai arrivé. Voilà. Ici, j'ai tous les packages NuGet. Et donc là, le ASP.NET Component V4, du coup, est déjà sélectionné. Mais donc, quand tu dis est-ce qu'on peut tester la V5, oui, on pourrait déjà le faire à partir d'ici. Ça, oui. Ben voilà. Parce que ad vitam aeternam, il n'y aurait plus d'intérêt de dire tiens, je reste en V4. Je pense que les entreprises, quand même, migrent. Ont tendance à migrer quand même. Ouais. Ah oui, non, nous, on va conseiller, mais c'est plus par rapport, je pense, ça va être plus facile pour ceux qui font des nouveaux projets de dire je prends la V5 directement, forcément quand elle sera dispo. Ça sera à mon avis plus compliqué ceux qui n'ont pas envie de passer quelques jours en fonction du projet pour mettre à jour. C'est-à-dire le cas d'une boîte qui migre tous les 2-3 ans, quoi. Et du coup, tu vois, ça va être embêtant. Donc, il y aura toujours une latence V4, V5 ou V5, V6, j'en sais rien. Maintenant, après, tu restes avec le principe que tu as des boîtes qui migrent par rapport au LTS. Exact. Et donc, la 9 n'est pas une LTS, c'est une STS, et donc potentiellement vont attendre de migrer de 8 à 10 et donc vont rester avec une version de Fluent Blazor V4 et attendre la V5. Mais la V5 sera quand même, dans un premier temps, en tout cas, compatible .NET 8, donc LTS. Rapidement, j'aimerais que tu abordes le sujet du reboot. Oui, je vais aborder le sujet du reboot. Juste une chose, c'est notamment pour le reboot, on va en parler, c'est les styles, mais également ici, je prends parce que je pense à ça pour, par exemple, l'aspect boîte de dialogue. La boîte de dialogue, elle existe déjà aussi, Components Dialogue, là. Et donc, en gros, on va dire, oui, mais qu'est-ce que la V5 va apporter? Qu'est-ce qui va changer par rapport à ça? D'abord, il y a toutes les nouveautés des Web Components, c'est-à-dire les Web Components pour la boîte de dialogue utilisent vraiment le composant HTML, le nouveau composant HTML qui s'appelle Dialogue, et qui est génial pour pouvoir justement créer, puisque c'est intégré au navigateur pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais en plus de ça, nous, on a tenu compte de tous les commentaires des utilisateurs qui nous ont donné au fur et à mesure, depuis quelques années qu'on développe ça, pour pouvoir améliorer aussi la bibliothèque, entre guillemets, en profitant de pouvoir faire des breaking change pour pouvoir le faire. Par exemple, si je prends ici la boîte de dialogue, que je veux créer appeler ma boîte de dialogue, je l'ai montré, j'utilise le dialogue service. Et je fais un dialogue service, point, où est-ce qu'il est? Show dialogue async. Ça n'a pas changé. On n'a pas changé le nom de la méthode pour le plaisir. Par contre, la boîte de dialogue, Simple Dialogue qui est là, je l'ai montré tout à l'heure, la première chose, elle doit implémenter le eDialog Content Component. On a reçu des commentaires de personnes de dire « Ouais, mais c'est chiant, pourquoi on doit implémenter une interface pour pouvoir accéder à, en gros, à un composant? Pourquoi on ne pourrait pas directement accéder à ce composant ?» Même chose, quand je veux donner et passer du data, du contenu, je ne l'ai pas ici, mais je l'ai à mon avis ici, je dois le passer via data, qui est ici, via un paramètre qui s'appelle content lors de la réception. Je dois créer ici un paraméteur, je vais zoomer un petit peu, dont le nom doit obligatoirement être content. Alors je dis obligatoirement, ça fait partie de l'interface qu'on implémente. Oups, j'ai été trop vite. Ça fait partie de l'interface qu'on implémente, l'interface qui est là, eDialog Content Component. Mais pourquoi on doit travailler avec cette propriété? Ça a été entièrement revu et changé. Par exemple, maintenant, lorsque je veux ouvrir une boîte de dialogue, j'ai toujours ma méthode showDialog, mais je peux lui envoyer toute une série de paramètres et je choisis moi-même le nom du paramètre. Le premier paramètre, je vais l'appeler name, le deuxième paramètre, je vais l'appeler personne. Et dans ma fenêtre détail que j'ouvre, je ne dois plus implémenter, celle-là, je ne dois plus implémenter une interface, mais je peux créer mes propres propriétés et automatiquement, la fenêtre de dialogue va venir remplir elle-même les propriétés que j'ai choisies moi. L'avantage, c'est que mon composant qui est là, Customize Dialogue,
Si j'ai envie d'utiliser en tant que boîte de dialogue, bah, je peux. Mais si j'ai envie d'utiliser en tant que vrai composant pour pouvoir l'afficher n'importe où sur une des pages, en faisant une page URL / ma page, machin, bah, c'est une page. C'est un composant standard. Donc, on en a profité du coup pour pouvoir faire ça aussi. Et pour revenir. dans les Ouais. faits, comment vous faites pour le mapping de dire qu'une propriété, que tu donnes des paramètres et finalement ça vient faire le binding avec le C'est paramètre. le nom du paramètre. C'est juste le fait que tu fais le add, tu utilises le paraméteur et ça fait que le binding automatique alors. Ouais, c'est le add parameter. Ici, j'ai utilisé d'ailleurs pour pas me tromper le name of, mais j'aurais pu mettre, c'est un string, donc j'aurais pu mettre le string name et le string personne. Donc moi, je prends le string, la chaîne de caractères personne, et je viens dynamiquement remplir une propriété paraméteur, une propriété paramétrée, qui s'appelle personne. D'accord. Okay. En pratique, c'est plus simple que ça. Hein. En pratique, si je vais dans le composant dialog component, dialog, Fluent Dialog, je pense, voilà. En pratique, j'utilise le Dynamic Component de Microsoft, de Blazor, et je lui donne des paramètres. C'est exactement ça. Ce que fait Dynamic Component, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Donc on l'utilise parce qu'il est là, mais en pratique, oui, il fait un mapping chaîne à chaîne, entre guillemets, de l'un par rapport à l'autre. D'accord. Une autre chose qui a été changée sur l'interface graphique, c'est ce petit bouton console. Ça, c'est cool parce que du coup, je peux voir une console et on redirige tout ce qui est console write line d'office sur la petite console qui est là, que je peux vider, que je peux fermer, comme je veux. Et un autre petit paramètre qui est là, c'est, pour le moment, c'est en phase de test, c'est reboot. Alors, sans doute qu'il n'existera pas après, ou on verra, on est en train de discuter de ça. Le reboot qui est là, c'est en quelque sorte injecter un style qui existe déjà d'ailleurs dans la version actuelle. Si on va dans la partie setup, il y a reboot. Il y a en fait un fichier reboot qui existe qui permet de automatiquement venir standardiser et définir un style pour tout ce qui est composant ou tag de base. Donc le H1, H1, ce n'est pas du Fluent UI. Question, est-ce qu'on veut que le H1 ait un look Fluent UI si on l'utilise ou pas? Là, le style qu'on doit ajouter reboot.css permet de faire ça. Il se base sur le reboot.css de Bootstrap qui permet d'avoir un standard en quelque sorte sur tous ces éléments tags standards. Et donc ça, c'est ce que je suis en train de tester pour le moment, c'est avoir la possibilité d'activer ou pas un reboot ici. Et donc, par exemple, si je vais sur une page... Tu souhaites le garder ou pas le reboot? On est en train de discuter. Moi, à mon avis, je pense que ça pourrait être utile, mais peut-être pas avec le contenu exact de ce qui existe actuellement dans le reboot de la V4, parce qu'il y a actuellement certaines fonctionnalités dans Reboot V4, pour moi, je pense qu'ils sont trop limitatifs en termes de positionnement ou de taille. Mais c'est une discussion qu'on a actuellement. En fait, c'est assez bizarre, en fait, parce que parfois, tu en as besoin, parfois, tu n'en as pas besoin. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir une typologie où tu vas utiliser non pas le H1, et le H1, tu te débrouilles, en fait. Ça peut être, il y aura deux écoles, il y aura deux besoins. Ouais. D'avoir une typo Fluent Text type H1, type H2 qui soit vos trucs à vous. Moi, je trouverais ça bien et utile. Oui, en fait, moi, je trouve ça c'est intéressant d'utiliser ce style, reboot, à partir du moment où il n'entre pas en conflit avec d'autres. Parce qu'on a régulièrement des gens qui nous disent, moi, j'utilise pas que votre bibliothèque, j'utilise à Bootstrap, par exemple, CSS. Ouais. Et donc, il ne faut pas que les styles qu'on utilise, nous, viennent perturber les styles des autres, en quelque sorte. Exactement. Et si on applique un style sur le H1, forcément, ça va avoir un impact sur les autres. Ouais, donc, pour moi, avoir un style qui est, par exemple, dire, j'applique, c'est le style qu'on a mis ici. Si je vais voir le style sur le H1 quand le reboot est activé, il est là. Si je zoome, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement, pour moi, définir la taille de la police de caractère et la hauteur de la ligne de ce qu'on a là. Mais pour moi, c'est tout ce qu'on doit mettre. On ne doit pas mettre des autres éléments, je ne sais pas moi, des marges hautes, marges basses, des choses comme ça. Parce qu'en fait, là, c'est propre à l'utilisateur. Dès que tu vas arriver en puissance dans un gros logiciel, une grosse application, tu vas forcément utiliser .NUGET. Vous ne serez pas le seul paquet NUGET. Et si d'un seul coup, tu utilises autre chose, il m'est arrivé d'utiliser un composant Radzen dans une autre framework UI,
Ça s'est Ouais. bien passé. Mais je pourrais imaginer que d'un seul coup, c'est casse-couille parce que Radzen aurait fait aussi son reboot. Bah, j'étais dans le foin, quoi. Tu vois? Voilà, non, tout à fait. Parce Et que c'est c'est ça pas possible que. d'avoir un seul. Voilà, la discussion, elle est là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les applique obligatoirement? Est-ce qu'on les applique de manière optionnelle? Quelle est la quantité de données de ce qu'on met dedans pour que ça ait un look qui soit le look Fluent UI? Est-ce qu'on impose, par exemple, là, le H1, est-ce qu'on impose les marges? Parce que on veut obligatoirement avoir, je sais pas moi, 15 pixels en dessous, 10 pixels, 8 pixels, voilà. Est-ce que ça, c'est acceptable ou pas acceptable? Voilà. C'est L'intérêt aussi, on en discutait en off, c'est d'avoir aussi des CSS utility. Et ça, c'est vraiment chouette. Moi, je le défendrai cœurs et âme, c'est-à-dire d'avoir, comme le fait Bootstrap et d'autres frameworks, de pouvoir dire, attends, j'ai pas le temps de faire moi-même mes CSS dans l'interface. Ouais. On a tous l'habitude de Bootstrap, qui est l'un des très connus. On l'aime pas, peu importe, il est très connu. Et du coup, ils ont créé des standards qui ont été repris dans beaucoup de frameworks UI, c'est-à-dire tout ce qui est margin, tout ce qui est padding sont inclus dans un framework. Et ça, c'est super pratique, en fait. Parce Ouais. qu'il va arriver, je t'ai montré des exemples, moi, dans mon utilisation, où forcément, j'ai des espaces que je veux régler moi-même. Et on le voit beaucoup, en plus, dans Fluent UI Blazor, le sample. Vous mettez vous-même des styles CSS parce que vous avez des problèmes et pourtant vous en mettez, alors que vous auriez pu même vos propres petits trucs. Donc ça arrive de temps en temps, on voit style égal parce que vous avez besoin de mettre ça. Je suis d'accord, ouais. Ouais. Et pour à embrayer sur ce contrario- que tu dis, on a déjà la classe grid qui fait en partie ça, l'aspect flex pour dire je fais du positionnement en Ouais. fonction notamment de la taille d'écran, mais ça ne Super. gère pas les marges et ça ne gère pas toute une série d'autres styles qui sont quand même assez utiles aussi. Ouais. Non, je suis d'accord. Par contre, à contrario, ce que j'aimerais ajouter, c'est le fait que, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'utiliser Fluent UI Blazor, ça reste un framework qui a été développé par des UX designers. Tu as beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas mettre du budget dans du UX design pour avoir une façon de travailler qui soit harmonisée entre les différentes applications et de prendre le choix de prendre un framework tel que Fluent UI Blazor ou Fluent UI ou FastFM, peu importe. Ça nous permet d'avoir une interface qui est unifiée. Que tu ailles Oui. dans une application ou une autre, tu sais que c'est une base et l'objectif, c'est d'essayer de rester au minimum par rapport à ce que le framework apporte. Ainsi, si jamais il y a des mises à jour, c'est facile, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est un peu ce qu'on fait avec Blazor au final, hein. Mais Ouais. l'objectif final, c'est de se dire, voilà, j'ai une application, je reprends le thème, entre guillemets, de quelque chose qui existe déjà, qui a déjà fait ses preuves et qui nous permet de pouvoir arriver dans un milieu qui est assez harmonisé. Et moi, je vais prendre le cas concret du prestataire où je suis maintenant. On a choisi d'aller vers Fluent UI Blazor, entre autres parce que c'est Microsoft qui est derrière, qui maintient ça, mais aussi, il y avait aussi une notion de faire en sorte que on est sur du SharePoint, on est sur de l'Office 365, on reste dans des interfaces qui vont être très unifiées, très modernes par rapport, enfin, qui vont arriver dans les mêmes look and feel que on peut utiliser avec Office 365 et SharePoint. Et c'est ça qui est Ça assez reste dans le intéressant. look, ouais, ça reste dans le look Microsoft, hein. Et donc, moi, je comprends pas non plus les sociétés qui se disent je vais créer mes propres composants. Le boulot que ça demande derrière. Alors, créer un composant pour dire le bouton, je change sa couleur, ça va. Mais si on veut créer et avoir vraiment toutes les fonctionnalités, que ce soit des fonctionnalités responsive, donc en mobile, en desktop, que ce soit des fonctionnalités d'accessibilité, le composant autocomplete qui est là, je vous dis, on a passé des heures qui est là-bas dessus. Je reviens avec toi, Christophe. C'est pas facile pour les retrouver, hein. En fait, Voilà. je vais Ce raconter composant-là, cherche en en termes droite. d'accessibilité, Ouais. c'est la croix et la bannière. Il faut pouvoir l'utiliser au clavier, pouvoir faire ceci, le sélectionner qui est là, faire ça, revenir en arrière. Donc, il y a énormément de petits détails, et sans compter l'aspect lecture. Vous mettez un logiciel qui est utilisé par les non-voyants. Ben, il faut que quand je fasse ça, ils viennent me lire la liste des éléments, me dire 1 Danemark, 2 Dominique, 3 Je vais vous rejoindre un petit peu. J'ai des stagiaires qui me posent la question, ouais, mais en fait, j'aimerais bien utiliser, je veux dire, Tailwind machin, ou ok, mais ils ne se sont jamais rendus compte. En plus, ils sont débutants en Blazor. Allez créer un composant, même un select box. Je peux vous assurer que tu vas jouer avec des trucs en cascade, tu vas jouer. Et là, ça devient super complexe. Enfin, c'est complexe, hein. C'est facile. J'ai pas dit que c'était compliqué, j'ai dit que c'est complexe. Nuance. Et ça demande du temps, mais on n'a pas que ça à foutre dans une entreprise que créer ses propres composants. Comme je rejoins ce que dit Adrien, en fait, l'avantage, c'est que l'utilisateur, franchement, je pense pas il va pinailler. Ah, il va s'y retrouver. On a déjà gagné l'approche et la facilité de l'interface.
parce qu'il connaît déjà les cases à cocher, les boutons. Il n'est pas perdu, en fait. Il connaît Windows. C'est quasiment du Windows, hein, Windows 11. Et ça, c'est un gros plus. Et il y a des choses sur lesquelles on n'imagine pas. Déjà, il y a énormément de personnes dans le monde qui ne travaillent pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Oui. Donc là, il y a une option notamment qui permet de changer ça. Ici, il permet de, hop, de changer. Mais du coup, tout doit être inversé. Ben, il faut penser à ça quand on crée. Je pense à ça parce qu'on a eu le problème ici. Quand vous créez ceci, un composant calendrier, il faut que tout soit inversé. Ce que je ne savais pas non plus, ce que j'ai appris, c'est que dans certains pays du monde, ils ne sont pas en 2025. Le calendrier n'est pas le calendrier basé forcément sur la naissance de Jésus. Et encore, Jésus. on n'est pas encore sur Mars. Mais bon, ça va être un deuxième problème qui arrivera. Mais donc, effectivement, il y a énormément de choses, quoi. Parce que sur Mars, il sera quel jour? Il sera quel jour, mes amis? Non. Alors, un truc qui est encore différent. Alors, Fluent UI, pourquoi l'utiliser par rapport à un autre framework? Moi, personnellement, ça a été parce que je n'étais pas en mobile first. C'est-à-dire que pour moi, Fluent UI, c'est comme un portail Azure. Le projet sur lequel j'utilise Fluent UI, c'est parce que je sais que ça va être un travail principalement sur desktop. Et en secondo, il pourrait être utilisé sur mobile, ça va être bien quand même, il n'y a rien à dire, mais il est pour moi, et ça c'est mon ressenti, même si vous pourriez le défendre côté Fluent UI, c'est quoi l'inverse de mobile first? Desktop first. Desktop, vraiment? Bon, il est vu pour le desktop first. Et ça, je suis d'accord. D'ailleurs, il y en a qui souvent me posent Alors, la question. J'ai des reproches à faire concernant ça, parce que moi, quels que soient les frameworks, je refais certains éléments qui ne me correspondent pas. Je pense justement au Select Box, au Speak Up Data, qui ne me conviennent pas, quels que soient les frameworks, parce qu'ils ont fait leur propre interface. Et quand je vais aller sur un smartphone et je vais prendre un date picker, il ne va pas m'ouvrir automatiquement le vrai date picker du smartphone. Alors que si je prends la base du HTML, il me l'ouvre. D'ailleurs, c'est peut-être un truc à discuter avec vous, avec votre équipe, pour se dire, tiens, je vais mettre un tag au niveau d'un attribut qui va me dire mobile, je ne sais pas, enclenche la version mobile. Si tu détectes que tu es sur un mobile, et ça peut être une discussion à faire. C'est déjà prévu par les Web Components 3. D'ailleurs, c'est un peu ce que je montrais ici. Ça, c'est même pas moi qui l'ai fait. Par exemple, là, je suis en mode desktop, mais si l'écran est réduit, plouf, il passe en mode mobile. Tu vois, les deux boutons se retrouvent plus grands en bas. Mais ça sera adapté aussi. Donc, ça fait partie des requirements, comme ils disent, des composants. Donc, ça sera adapté aussi, à mon avis, pour tous les autres composants. Que ce soit le composant date, que ce soit les autres composants. Si ce n'est pas le cas, je pense effectivement que c'est quelque chose à faire. Mais pour embrayer sur ce que tu viens de dire, je pense effectivement que Fluent UI est plus une technologie souvent basée sur des aspects desktop avec fonctionnalités mobiles qui fonctionnent, pour une grande partie, mais qui fonctionnent et qui devront fonctionner. Par contre, moi, souvent, ce que je conseille, c'est si vous faites que du mobile, il y a Material Design, et dans ce cas-là, il y a MudBlazor, le grand connu MudBlazor, qui est basé sur Material Design, qui est pour moi, avec des tailles de boutons et des choses comme ça, qui sont peut-être plus adaptées effectivement à l'aspect mobile. Alors, ceux qui ont mon âge, je dirais MudBlazor. Moi, j'utilise les deux. Du coup, j'ai deux projets, c'est ces deux-là, MudBlazor et Fluent UI. Alors, j'ai envie de dire, MudBlazor, il est extraordinaire. Hein. Même en qualité de code, c'est extraordinaire. C'est impressionnant. C'est un modèle. C'est un peu Casimir, quoi. Alors là, peu connaissent Casimir, mais je veux dire, c'est un peu Casimir au niveau grossier des objets. Évidemment, on est plus en mobile first, quoi. Ouais. Mais donc voilà. Moi, j'ai encore quand même des questions, si je peux. Oui. Depuis tantôt, tu parlais de support. Alors après, à voir si tu es d'accord d'en parler ou pas, mais le projet, il est fait en mode open source. Il n'est pas forcément supporté par Microsoft. Il est utilisé beaucoup par Microsoft. Tout à fait. Et avec ce qu'on vient de voir de Fluent Assertion il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu passer la belle annonce comme quoi Fluent Assertion a été racheté par Xseed et donc devient payant dans la version suivante. C'est quelle est la vision de maintenabilité et de support de ce produit? Alors, comme tu viens de le dire, Fluent UI, si je me remets sur le contenu, où est-il? Hop, ici. C'est un projet open source. Donc, n'importe qui, déjà, imaginons qu'il y ait un changement qui est, je pense pas, mais enfin, un arrêt ou n'importe quoi. Le projet, il suffit de le forquer et puis quelqu'un peut le continuer, il en fait ce qu'il veut, etc. Donc, c'est juste une volonté derrière. Mais comme tu l'as dit, c'est un projet qui n'est pas officiel Microsoft. Il est principalement supporté par Vincent, par moi et par la communauté derrière. On n'a pas l'intention, clairement, d'arrêter ça.
pour le moment en tout cas. Parfait. Donc, ça serait même plutôt le contraire. On voudrait, nous, qu'il soit effectivement avec beaucoup plus de support en interne chez Microsoft, mais bon, les choses font que ça avance pas toujours aussi vite que ce qu'on voudrait. Parce que ça donnerait effectivement plus de garanties si c'était intégré, si c'était remis dans des outils officiels. Alors déjà, une chose qu'on a réussi à obtenir, c'est que le projet se retrouve avec un nom qui est intégré au domaine ASP.NET Core. Donc, ce n'est pas un projet non plus, c'est microsoft.aspnetcore.fluentui ou microsoft.fluentui, je ne sais plus. Donc, ça fait partie du nom de domaine de Microsoft. Voilà. Mais voilà, il y a les deux. Ce n'est pas intégré Microsoft complet, donc ce n'est pas supporté par Microsoft. Par contre, Vincent et moi, on continuera à supporter la version 8, enfin .NET 8, donc la version 4, et on développera et on va continuer à supporter la version 5 qui va arriver, quoi. Après, ta remarque, Adrien, elle est vraie pour tout. Hein. Ah oui, ça, clairement, elle est vraie pour tout. Mais je pense ici, à iText Sharp qui est utilisé pour les générations de PDF. Ils ont une version. En fait, tu t'arrêtes à la version, je vais dire n'importe quoi, la 4 qui est encore en MIT. Et au-delà, ils ont changé la version. Et puis, ça, tu vois, donc, c'est des trucs qui sont hyper chiants et qui peuvent arriver n'importe quand. Hein. Je suis d'accord avec toi. C'est très con, quoi. C'est très con. D'où l'importance peut-être de se dire que l'avantage, c'est que l'outil ici est quand même utilisé beaucoup en interne chez Microsoft. Quand on parle du projet Aspire, ils ont pris le choix de partir vers FluentUI avant bien même qu'il soit tagué Microsoft, comme tu viens de le signaler. Et il y a d'autres projets internes, mais qui sont en interne, qui ne sont pas nécessairement à ce moment-là publics, auxquels ils utilisent également cette bibliothèque-là. Donc, nous, plus il y en a, plus ça met de l'eau à notre moulin pour dire allez les gars. La V5, on peut espérer quel mois de disponibilité? Aucune idée. Alors déjà, je te dis, il faut. Moi, à mon avis, il faut au moins compter encore à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour avoir une version bêta. Rapide. Il y a déjà. En fait, tout ce qui est les fondamentaux, comme on dit, sont déjà faits. Donc maintenant, c'est rajouter les composants. Il y a des composants qui vont aller très vite. Pardon? Je m'attendais pour cet été, printemps-été, toi. Mon avis, pour cet été, on aura une version finale qui devrait être faite, ouais, je pense. D'accord. Je pense. Parce que ce qui prenait le plus de temps, c'était les fondamentaux pour avoir ce qu'on voulait, enfin moi, ce que je voulais au niveau test unitaire, etc. Ouais. Le reste, ça va aller recopier, par exemple, je prends le cas de la data table, de la data grid, ça va être assez rapide puisque c'est quasiment le même code qui va être optimisé, rajouter des tests unitaires, ça va demander du temps. Si on est dans un début de projet comme moi, enfin un début de projet, moi il est long à gérer, mais est-ce que je pourrais déjà passer en V5 sans avoir de problématique quand la V5 sortira? Ça dépend des composants dont tu as besoin. Moi, j'aurais tendance à dire, si tu dois faire un nouveau projet, ça va être compliqué parce qu'il y a pour moi des composants de base qui n'existent pas encore. Par contre, les composants qui sont là, par exemple boutons, boîte de dialogue, etc., je ne pense pas qu'il va y avoir énormément de changements. J'ai pas vu le checkbox. Non, il n'y a pas encore checkbox. Donc je vais attendre. Ça, c'est une checkbox qui n'a pas du tout le look FluentUI, qui sera changé dans la doc après, mais qui est le checkbox par défaut. C'est comme le select. J'ai dit tantôt, il n'y a pas de select. Mais moi, j'en avais besoin pour créer mes composants de base. C'est-à-dire le binding et tout ça. Voilà. Ça, c'est le select. Super. Il n'est pas fluent. Super. Bravo. Ok. Est-ce que Denis, par hasard, tu as des liens ou ce qui va comme ça? Tu as tout ça ici. On mettra tous les liens dans les notes de l'émission. Mais donc, le premier permet d'accéder à la documentation. Le deuxième, FluentUI Lib, enfin le troisième sur le slide. FluentUI Lib permet d'accéder à toutes les librairies, donc les templates, les librairies d'icônes, on a des librairies d'emoji, il y a plein de choses. Et si vous voulez refaire vous-même pas à pas toute la démo, on avait mis le code source lors de la .NET Conf 2024, qui a eu donc lieu il y a 3 mois. Et donc vous retrouvez tout ça à cet endroit-là, et il suffit de cliquer dessus, et tout fonctionne. Ok, parfait. Et donc on va peut-être en rester là, c'est super de votre part, merci messieurs. Nous voilà au bout de cet épisode. Si vous avez d'autres remarques à nous soumettre, n'hésitez pas. On se retrouve à la fois sur YouTube, sur les podcasts, sur les différentes plateformes de podcasts. Et si vous aimez le contenu qu'on réalise, je vous invite à nous suivre sur Tipeee, sur tipeee.com/devaps. Nous sommes aussi partenaires MTG Wallonie. C'est bien ça, Christophe? Tout à fait. Tout à fait, Charlie. Et donc, on peut envoyer des stickers. C'est ça que tu insistes? Tu veux qu'on envoie des stickers aux gens qui le souhaitent? Alors, l'adresse suivante, c'est denis.d.voituron@
@microsoft.com. Ça n'arrivera pas parce que c'est pas la bonne adresse. Ah, bon. La vraie adresse a été émise durant le podcast, donc n'hésitez Voilà. pas à revenir en arrière sur le podcast. Et, Alors moi, si tu as des autocollants, moi je veux bien les envoyer. Hein, c'est pas un problème. Et si Envoyez vous voulez toujours un rejoindre mail. notre On verra. communauté- tu dis Envoyez toujours un mail, je dis. On verra. Voilà. Et si vous voulez rejoindre notre communauté, n'hésitez pas. On a une communauté sur Slack, DevApps, et on vous attend nombreux pour discuter de toutes les actualités qu'on peut rencontrer au sein du milieu des architectures .NET et technologies.NET. Ouais. Et Messieurs, bonne journée. Il y a une rubrique Blazor, donc on va pouvoir parler de FluentUI. N'hésitez pas à nous trouver. Bonne journée à vous. À la prochaine. Salut, merci bien.